L'historien interroge des documents, interroge des individus en se posant des questions. Or, il y a des questions qui n'ont pas été encore posées sur la guerre d'Espagne, parce que c'est ça au fond. Pour un historien, c'est partir d'une hypothèse qu'il a, et il cherche dans les documents et dans ce qu'il peut de voir qu'est-ce qui va corroborer son hypothèse, il écrit un livre. Par exemple, toutes les questions concernant, en tout cas en France, la révolution qui s'est passée en Espagne, ont été laissées de côté. Il n'y a que Brouet et Temim, en 1961, le premier livre. Après, il y a peu de choses. Il y a beaucoup plus de choses en Espagne, par exemple, dans les historiens espagnols. Donc, voilà. De ce point de vue-là, il avait raison de dire l'égo-histoire. Après, il y a le questionnement qui se produit. Pour nous, écrivains, non. Moi, le témoignage, c'est de la chair. J'ai vécu des choses extrêmement fortes. Et puis il faut voir. Une histoire, par exemple, comme le convoi des 927, qui a été ce convoi qui, en août 40, a amené des exilés espagnols, des familles entières, hein, pas les hommes, des familles entières au camp de Mauthausen. Ben, on doit sa découverte à une journaliste de TV Catalunya, Montserrat Mengou. Les historiens ne l'avaient pas vu, on ne peut pas tout voir. Donc, il est bon que beaucoup de gens interrogent l'histoire. Vous imaginez quand même qu'en août 40, et moi je suis inquiet sur la permanence répressive de l'État français, la manière dont il traite très très souvent les étrangers. En août 40, tout d'un coup, dans un camp de réfugiés, on met des gens dans un train, 927 c'était le nombre, hommes, femmes et enfants. Moi j'ai le témoignage de Jesus Teio, qui habite Tournefeuille et qui avait 16 ans et demi. Lui, il est parti à Mauthausen avec son père, sa mère, sa petite sœur, son petit frère. Bon voilà, téléphoner de train comme des bestiaux. Et j'insiste, août 40, c'est-à-dire 2 ans avant la déportation des Juifs. Hein. Et donc, ils partent, ils ne savaient pas où ils vont. Alors, il y a toujours, dans ces wagons, il y a les optimistes et les pessimistes. Hein. Les optimistes, on va en zone libre, parce qu'Angoulême était en zone occupée. Ça, c'était bon. Les pessimistes, ils disent, on nous amène en Espagne. Ça, c'était pas très bon. Les optimistes disent, on va en Russie. Ça pourrait aller, ça. Mais alors, il y a toujours un ou une plus maline qui a une carte et qui dit, on va en Allemagne. Et ça, c'était pas bon du tout. Hein. Et voilà, non seulement ils sont allés en Allemagne, ils sont allés plus exactement en Autriche, puisque c'est à la frontière, ils sont allés à Mauthausen. Et donc, là, des hurlements, les portes s'ouvrent, les nazis font un signe comme ça, tous les mâles au-dessus de cette taille, au camp. Voilà. Donc, le plus jeune avait 13 ans et demi. Les autres sont refoutus dans le train, et comme dit Jesus Teio, on a eu le temps de dire au revoir à personne. Le train est reparti. Les femmes ont failli être descendues du train à Ravensbrück, ça s'est pas fait. Le train est reparti, le nord de l'Allemagne, puis il est revenu sur Paris, et retour à Olem, sans ouvrir les portes toute une nuit. On a fait une stèle l'an dernier, et il y a une témoin de ça. Elle a entendu hurler toute la nuit. Les gosses, les femmes à l'intérieur qui hurlaient, bon, ils faisaient leurs besoins à l'intérieur, rien à boire, rien à manger. Et au petit matin, le train s'ébranle, direction Franco. Voilà, voilà c'est ça, l'État français a fait ça. Il a fait ça. Hein. Donc, voilà, avec ses préfets, c'est vrai que l'interrogation que l'on peut avoir, elle est toujours très grande. Et ça, c'est vrai, puisque, bon, voilà, maintenant les historiens ont trouvé des choses. Et donc, je pense qu'il y a des passerelles qui se font tout le temps et qui sont très importantes. Les paroles des victimes doivent être entendues parce que ça donne de la chair à l'histoire. Et alors, sur cette période-là, enfin, bon, voilà, si je pourrais en parler des heures et des heures, et plus, là maintenant j'ai décidé de fermer un peu les écoutilles, mais ça fait rien. Hein, parce que les 70 ans de la retirade, c'est une explosion de la mémoire sur cette question dans la France entière. Je le disais à Sylvie Goucanaz, avant on dépassait par le Grand Sud, hein, et maintenant je suis allé à Alençon, cette semaine je pars à Lorraine, et on veut savoir, et les gens parlent, la génération suivante, débarrassée évidemment de la lourdeur de gagner sa vie et des choses qui étaient tellement dures à dire, parce que ça a été dur, hein, c'est des camps qui ont été extrêmement durs, les débuts ont été très difficiles. Il y a une explosion de la mémoire et je pense qu'elle concourt à aider les historiens à avoir une vision plus juste des choses.